Alors bonjour à tous, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour cette troisième et dernière journée du colloque Alliance et Communauté. Donc je suis ravie de vous présenter le troisième et dernier panel de ce colloque qui s'intitule Maternité et violence et qui va être animé par Andrea Romani. Alors Andrea Romani, elle est actuellement inscrite en préparation à l'agrégation externe d'anglais à l'Université de Lyon 3. Elle est titulaire d'un master de recherche en études anglophones et elle a rédigé 2 mémoires sur la famille Adas, notamment ses aspects néogothiques, comiques et sociocritiques. Dans ses projets de recherche, Andrea Romani s'intéresse plus particulièrement au genre de l'horreur, de la fantaisie et ses dérivés, ainsi qu'au gender studies. Et donc, je lui laisse la parole. Bonjour à tous, merci de m'accueillir et de me permettre d'animer ce panel. Je vais tout de suite présenter Maxime Poirier-Lemelin, qui va être la première intervention d'aujourd'hui. Donc, Yael a récemment terminé son baccalauréat en littérature de langue française à l'Université de Montréal et poursuit actuellement un diplôme d'études supérieures spécialisé en récits et médias autochtones, toujours à l'Université de Montréal. En mai dernier, Yael a participé au colloque Fantaisie et féminisme à l'intersection des genres, avec sa communication à la croisée des noms ou le langage identitaire. Plus récemment, Yael a participé au colloque sur l'œuvre d'André Roy On parlera un jour des archives du désir, avec sa communication Les corps fluides dans n'importe quelle page. Maxime s'intéresse aux questions de genre et de langage, ainsi qu'à leur dynamique. Yael a l'intention de poursuivre une maîtrise de recherche en recherche-création en se penchant sur l'hybridité des genres, autant sexuels que littéraires. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup. En fait, je vais commencer par un petit trigger warning, trauma avertissement. En fait, c'est ça, en fait, le nom de ma présentation, c'est donc la violence dans les sociétés matriarcales représentées dans Les guerrières de Monique Wittig et Chronique du pays des mers d'Elisabeth Venarbourg. Donc, comme vous pouvez le voir, ça touche quand même le sujet de la violence. Donc, ça va vraiment juste être des mentions, mais je préfère quand même donc vous avertir. Donc, je vais entre autres parler donc de fausses couches, de suicides, de viols, de meurtres, de torture. Mais c'est ça, comme je vous dis, je rentre jamais en détail. Donc, voilà, je vais commencer. Publié à plus de 20 ans d'intervalle, Les guerrières de Monique Wittig et Chronique du pays des mers d'Elisabeth von Arbour décrivent deux des sociétés matriarcales futuristes, ainsi que le processus par lequel elles se sont défaites de l'oppression du patriarcat. Elles donnent ainsi à réfléchir les dynamiques de genre à grande et à petite échelle. Malgré leurs formes différentes, ces œuvres représentent toutes deux la violence, d'une part pour la dénoncer et d'autre part pour en montrer la nécessité pour la mise en place d'une société matriarcale. Donc, cette communication va s'organiser autour de trois grands axes, la violence au sein du matriarcat, la violence révolutionnaire et la violence du langage, la violence au langage. Donc, il est souvent question de la violence perpétrée par le patriarcat, mais ce que tente, entre autres, de mettre en évidence les œuvres à l'étude, c'est la création de sociétés matriarcales. Par la création de sociétés matriarcales fictives, c'est que la violence n'est pas par essence masculine. C'est plutôt la hiérarchie, les principes même de classe sociale et de genre qui sont peintes comme essentiellement violentes de par les oppressions qu'elles mettent en place. Ainsi, les deux œuvres se détournent d'un féminisme qui serait essentialiste. Les guerrières présentent un changement de système en plusieurs étapes, chacune correspondant à une partie de l'œuvre. Ces trois parties ne sont pas présentées de façon chronologique, mais plutôt cyclique. La société décrite dans les deux premières parties de l'œuvre de Wittig est une utopie du féminisme marxiste. Il n'y a plus de classe sociale ni de genre. Il y a donc peu de place accordée à la violence. Celle-ci se manifeste plutôt dans la troisième partie, lors de la révolution qui a mené à cette utopie. Dans Chronique du pays des mers, le système matriarcal en place est celui des capteries. Contrairement aux guerrières de Wittig, on pourrait affirmer que la société décrite par von Arbour est plutôt une dystopie. Plusieurs systèmes de pression y sont en place, dont ce qu'elles appellent le service. Ce qui semble d'abord être une solution logique à la survie de l'espèce se révèle être un système
qui condamnent, durant toutes leurs années de fertilité, d'une part, les femmes à de constantes grossesses et d'autre part, les hommes à de multiples exils. Outre la détresse physique due aux grossesses, ce système cause énormément de détresse psychologique chez les femmes par les fausses couches répétées ainsi que le retrait de leurs enfantes dès l'accouchement. Chez les hommes, la détresse psychologique est due à leur absence de repères et de relations interpersonnelles, ainsi que leur stigmatisation systémique. Ce système mène d'ailleurs deux personnages au suicide. C'est justement le problème des capteries, leur rigidité, le règne de la rationalité sans égard aux souffrances des individus. Donc, tout comme le marxisme vise la lutte des classes dans le but d'atteindre une société égalitaire dépourvue de classe, le féminisme marxiste de Wittig vise une prise de conscience par les femmes de l'infériorité à laquelle les réduit le patriarcat. La femme se doit ainsi, selon Wittig, de développer une conscience de classe afin de se débarrasser du genre. La lutte des classes est alors remplacée par la lutte des genres, au terme de laquelle les femmes et les hommes n'existeront plus, puisque, selon Wittig, je cite, « Comme il n'existe pas d'esclaves sans maître, il n'existe pas de femmes sans hommes. » Les termes genrés d'hommes et de femmes ne sont donc envisagés que dans une dynamique d'oppression dont l'utopie marxiste et féministe serait débarrassée. La figure de l'esclave est très importante dans le discours féministe car c'est l'opprimé par excellence. Le travail de reproduction, donc on entend par là travail ménager, devoir conjugal, grossesse, entretien, éducation des enfants, etc., qu'effectue la femme n'étant pas rémunérée, les féministes marxistes, dont Wittig, y voient une forme d'esclavage. On retrouve d'ailleurs une période d'esclavage des femmes dans l'histoire du pays des mers, nommée l'époque des harems, ce qui mène à une révolte sanglante. Frantz Fanon, psychiatre martiniquais et grand théoricien de la violence décoloniale, qui se revendique également du marxisme, et son concession sur la nécessité d'une action violente contre l'oppresseur dans le cadre d'une révolution. Je le cite, « Pour le colonisé, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon. » Bien que cette citation s'applique au phénomène de la décolonisation, on peut très bien voir en quoi elle résonne avec l'émancipation de la femme par rapport à son esclavage. En effet, en ce qu'elle est un moyen de renversement d'une oppression systémique, la décolonisation s'apparente à ce que propose le féminisme marxiste. Dans les deux cas, il y a appel au renversement du pouvoir qui ne peut se faire sans avoir recours à la violence. Bien que Chronique du pays des mers ne présente pas une utopie marxiste, la vision du genre n'y est pas non plus présentée comme essentialiste et peut donc s'apparenter à celle de Wittig. La mise en place du matriarcat qui est narré se rapproche beaucoup de celui des guerrières par sa violence. Le pays des mers, lieu de l'action du roman de Von Arbour, a une histoire très complexe que Lise Bei, la personnage principale, tente de déterrer. Au moment où se déroule l'histoire, le système en place est celui des capteries, un regroupement de citadelles-États, chacune dirigée par une capte ou mère. La société y est majoritairement composée de femmes à cause d'une mutation génétique qui se serait répandue au moment du déclin, ce qu'on comprend être la fin de notre société actuelle, autant sur un plan économique, politique qu'environnemental. Les capteries sont cependant pas le premier système en place depuis ce cataclysme. Après une grande période de bouleversement, l'humanité vit sous le régime des harems que j'ai mentionné plus tôt, durant lequel les femmes sont réduites en esclavage par les hommes. Par la suite, une révolution des femmes esclaves mène à l'époque des ruches, époque d'extrémisme religieux et de meurtre des hommes infertiles. Finalement, cette période laisse lentement place aux capteries grâce à la diffusion d'une idéologie pacifiste. Cependant, comme on l'a vu plus tôt, cette idéologie pacifiste n'empêche pas le système matriarcal d'être coupable de son lot d'oppression. Tout comme dans Chronique du pays des mers, les guerrières présentent un système en changement, une révolte des femmes décrite comme acharnée et sanglante. Donc, je cite, « Elles disent que celles qui revendiquent un langage nouveau apprennent d'abord la violence. Elles disent que celles qui veulent transformer le monde s'emparent avant tout des fusils. Autrement dit, sans violence, sans recours aux armes, il ne peut advenir de changement. » On nous décrit ici la lutte des classes. Ce n'est donc pas une violence gratuite, mais une violence qui se fait en réaction à celle qu'elles ont subie. Je cite, « Elles disent « Je serai la vengeance universelle ». Ainsi, l'objectif n'est pas seulement dans le but à atteindre,
mais aussi dans la visée morale de l'action, comme un dédommagement. De plus, comme le laisse entendre le titre, ce n'est pas une guerre d'honneur machiste et d'ordre, à l'image des oppresseurs, mais plutôt une guérilla. La forme de leur révolution, par embuscade et petits regroupements, est en elle-même une contestation. La violence dont elles font preuve lors de cette révolution prend plusieurs formes. D'abord, au cours de leurs embuscades, elles torturent, infligent des blessures physiques et tuent un grand nombre de leurs opposants. La destruction ne s'arrête pas au corps, mais s'étend aussi au symbole de leur oppression. Donc, par le feu, elles désirent détruire la nature à laquelle elles ont trop souvent été comparées, ainsi que des édifices divers, des théâtres aux usines, en passant par les assemblées nationales. Une autre forme de violence à laquelle elles ont recours est l'humiliation. Donc, je cite, elles se moquent, elles disent que leur queue, ils la voudraient longue, mais qu'ils se sauveraient en couinant dès qu'ils marcheraient dessus. Quand elles ont un prisonnier, elles le mettent nu et le font courir dans la rue en criant. Elle est à verge, vergette, batogue, baguette, broche, brochette, verge de plomb. Donc, par la moquerie, de plus d'un élément du corps des hommes dont ils s'enorgueillissent, les protagonistes se vengent de nouveau en leur infligeant une violence psychologique. Les deux autrices posent la révolution langagière comme étant nécessaire au changement de système, au même titre que la violence. Donc, en effet, comme le mentionne Wittig dans Les guerrières, je cite, on peut considérer l'origine du langage comme un acte d'autorité émanant de ceux qui dominent. Cela étant, l'émancipation par rapport à l'oppression, dans ce cas-ci du genre masculin sur le genre féminin, ne peut se faire sans mettre à mal la langue qui perpétue l'inégalité dénoncée. Avec les guerrières, Menig Wittig désire à la fois dénoncer le sexisme de la langue et, je cite, produire une sorte de désorientation du lectorat en proposant un espace au-delà des catégories du sexe. Donc, dans la dernière partie, Wittig pose la langue comme une violence appliquée au corps. Je cite, elles disent « Le langage que tu parles t'empoisonne la glotte, la langue, le palais, les lèvres. » Elles disent « Le langage que tu parles est fait de mots qui te tuent. » Ça a pour effet d'inciter sur la brutalité de la langue et ça concrétise aux yeux du lectorat les dommages de celle-ci. Donc, tout comme la guerre se produit à l'intérieur même de la langue, les dommages de celle-ci sont présentés comme ressentis dans le corps des opprimés. Je cite, elles disent, ils t'ont dans leur discours possédés, violés, prises, soumises, humiliées, tous leurs sous. Cette prise de conscience par la collectivité féminine se fait de pair avec le recours aux armes. La reconnaissance de l'oppression est posée comme un point de passage essentiel à la révolution, tout comme l'est la conscience de classe. Les guerrières dépaysent aussi le lectorat par son utilisation du « elle » générique. En effet, au cours des deux premières parties, cette utilisation mène le lectorat à penser que la collectivité décrite est seulement constituée de femmes. Cependant, la troisième partie, durant laquelle la révolution se produit, laisse supposer rétrospectivement que la société décrite dans les deux premières était mixte. Cette structure déchronologique permet donc au lectorat de remettre en question l'usage des pronoms. Comme le mentionne Wittig dans La pensée straight, je cite, les pronoms personnels qui mettent en place le genre sont de bonnes machines de guerre, puisque c'est par eux que s'opère l'exécution du sexe. C'est par eux que le sexe est forcé sur ses utilisateurs. Mais ces machines de guerre sont également réinvesties par l'autrice, qui se fait un point d'honneur de traiter la langue comme un champ de bataille. C'est la raison pour laquelle, dans Les guerrières, les pronoms personnels sont au centre de sa démarche de révolution du genre. Dans Chronique du pays des mers, la féminisation de la langue est justifiée par une évolution du langage étendue sur une très longue période de temps et appuyée par les réalités sociales du pays des mers. La valeur par défaut est devenue le féminin, que ce soit en parlant des animaux ou des humaines. La violence de la langue est d'abord dirigée vers le lectorat qui se sent dépaysé par une utilisation de la langue qui lui est étrangère. En effet, tout comme dans Les guerrières, il est d'abord difficile de s'habituer à la généralisation du « elle » pluriel. Von Arbour travaille également l'influence d'une religion féminine sur la langue en changeant le sujet apparent des verbes impersonnels du pronom masculin « il » à « Eli ». Donc, Eli, c'est le nom de la divinité déesse à la base de la religion d'État du pays des mers. On aura donc des formulations telles « Eli neige ».
Cette énonciation rappelle d'abord le pronom « elle », comme s'il y avait seulement eu un glissement de genre de la troisième personne du singulier, ce qui donne à ces tournures de phrases un semblant de familiarité. D'autre part, en s'incrustant de telle manière dans le langage, le pronom d'Élie fait ressortir l'importance de la religion dans la société décrite, ainsi que le pouvoir potentiellement aliénant du langage. La protagoniste, durant son éducation, s'interroge sur ses effets de langue. Puisque dans son monde, le féminin l'emporte, les accords masculins sont vus comme étrangers. Donc, je cite, « Ce n'est pas comme Rubio, Thury et Garec qui jouent toutes seules aussi dans un autre coin. On dit tout seul, mais on dit tout seul pour Rubio, Thury et Garec. On dit ils, on dit les garçons. Ils sont toujours ensemble, ils font tout ensemble, c'est pour ça qu'on les appelle presque jamais séparément. Ou peut-être est-ce l'inverse. À force d'être appelés collectivement les garçons, par toutes les gardiennes, ils ont fini eux-mêmes par ne plus se distinguer les uns des autres. » Par cette reprise, cette verbalisation de ce qui a dû lui être enseigné plutôt qu'intégré naturellement par le langage, la narratrice met en valeur la spécificité, voire l'étrangeté, qui est reliée non seulement aux accords masculins, mais par le fait même à l'existence même des garçons. Ce passage met en évidence le pouvoir de stigmatisation du langage. Leur réalité n'étant presque pas reconnue par la langue, les garçons sont perçus comme une exception à la règle. Je cite, « Tout le monde savait qu'on disait garçon, qu'on n'employait ni elle, ni la, ni une pour parler d'eux, parce que c'était des mostards ratés avec leurs petits tuyaux. » Les garçons sont ainsi non seulement perçus comme différents, mais comme ayant des défauts de fabrication. Le parallèle peut très bien se faire avec la psychanalyse, où la femme est définie par un manque, celui du pénis, comme si elle était défectueuse par rapport à un modèle masculin. La protagoniste fait ainsi un lien direct entre les organes génitaux des garçons, qui semblent défectueux, et le langage approprié pour parler d'eux. Pour reprendre les mots de Judith Butler, ils sont en quelque sorte « called a name ». Les particularités langagières qu'on leur appose sont également des insultes. Le langage les construit dès l'enfance comme des êtres inférieurs. Les deux œuvres ont donc pour effet de mettre en marche une réflexion, une remise en question du pouvoir du langage, ainsi que des multiples formes qu'il peut prendre. Donc, je cite Wittig dans La pensée straight, « Toute œuvre littéraire importante est, au moment de sa production, comme le cheval de Troie. Toute œuvre ayant une nouvelle forme fonctionne comme une machine de guerre, car son intention et son but sont de démolir les vieilles formes et règles conventionnelles. Une telle œuvre se produit toujours en territoire hostile. Et plus ce cheval de Troie apparaît étrange, non conformiste, inadmissible, plus il lui faut du temps pour être accepté. En fin de compte, il est adopté et par la suite, il fonctionne comme une mine, quelle que soit sa lenteur initiale. » La violence et la puissance de ces œuvres résident donc également dans leur rôle de démasquer et d'affaiblir les conventions problématiques du langage. Bien qu'étant des fictions, qui plus est se rapportant au genre de la science-fiction, elles ont eu et ont encore un effet réel sur l'avancement des réflexions sur le sexisme inhérent de la langue française. Aujourd'hui, 30 ans après la première publication de Chroniques du Pays des Mers et plus de 50 ans après celle des Guerrières, l'écriture inclusive commence à se tailler une place dans l'écriture fictionnelle, principalement queer. Des publications et traductions comme celle, cette année, de L'amour au temps d'après, une anthologie de fiction spéculative, bispirituelle et indie-queer sous la direction de Joshua Whitehead, membre de la Première Nation Peguis au Manitoba, viennent déstabiliser nos manières coloniales de concevoir le futur. L'écriture inclusive laisse transparaître les identités queer, mais également l'absence de genre dans plusieurs langues autochtones. Comme l'ont fait Wittig et Von Arbour pour les femmes, les autoristes queer et marginalisés déstabilisent aujourd'hui les normes linguistiques pour donner à voir leurs identités multiples, leur résurgence. Donc voilà, merci. Merci beaucoup pour ta présentation, Maxime. C'était super intéressant. Je te ferai peut-être quelques commentaires après. Je vois plein d'applaudissements dans le public. Je vais passer tout de suite à la présentation de Marion, puisque la montre tourne.
Donc, Marion Gingras-Gagné poursuit actuellement des études doctorales en littérature et études féministes à l'Université du Québec à Montréal, sous la direction de Laurie Saint-Martin. Dans le cadre de sa thèse, elle s'intéresse aux représentations des communautés féminines et de la maternité dans des œuvres récentes de science-fiction écrites par des femmes. Grande lectrice de littérature jeunesse et adolescente, elle a collaboré pendant plus de 2 ans à la revue Lurelu comme critique. Elle a aussi publié des textes de création dans les revues Nix, Lapsus, L'Artichaut, Zeugme, L'Organe et Cavale. Et Marion, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Andrea. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Ma communication s'insère vraiment parfaitement à la suite de celle de Maxime et aussi de la table ronde qui a eu lieu un peu plus tôt, avec entre autres 2 des autrices dont je vais parler aujourd'hui. J'ai encore plein de réflexions qui sont encore toutes fraîches, donc qui vont nécessairement influencer mon travail. Mais bon, commençons avec ma communication. Donc, je commence pareil comme Maxime. Presque 30 ans séparent la publication des romans, donc Chronique du Pays des Mers de Von Arbour et L'Ordre et la Doctrine de Marie-Josée Martin. Donc, je les ai juste ici. Donc, le premier a été publié en 92 et il est considéré comme une œuvre fondatrice de la science-fiction québécoise. Et le second est sorti vraiment tout récemment en 2021 et il constitue le premier tome de la trilogie Après Massala. Les deux prochains tomes ne sont pas encore sortis, mais s'en viennent, selon ce que nous a dit Marie-Josée plus tôt. Donc, ces 2 œuvres québécoises qui ont beaucoup en commun. D'abord, elles sont écrites toutes 2 par des femmes et elles présentent des sociétés futuristes matriarcales qui mélangent l'utopie et la dystopie. Donc, on retrouve dans les 2 cas une prédominance du vivre ensemble féminin à différents égards, mais surtout la maternité y occupe une place majeure et structurante puisque c'est vraiment ça qui est au centre de l'organisation. La maternité prend aussi une fonction politique. Les mères sont celles qui dirigent la communauté, qui prennent les décisions, protègent la paix, en plus d'assurer la survie reproductive. Donc, la maternité est un sujet qui est au centre des préoccupations féministes. Pendant longtemps, il semble que la seule véritable contribution attendue des femmes ait été de faire des enfants. Dans leur article, Francine Descaries et Christine Corbeil montrent comment ce modèle univoque de féminité a été contesté à plusieurs moments de l'histoire par les femmes qui ont exigé de prendre part à d'autres destins que la conjugalité et l'engendrement. Par exemple, dans les années 70, plusieurs féministes revendiquent le droit à la maternité volontaire et le droit d'exister sans être mère. Donc aujourd'hui, même si leurs opinions divergent sur plusieurs points, la plupart des féministes s'entendent pour dire que la maternité devrait être un choix librement consenti et que le corps des femmes devrait leur appartenir en propre. Et là, bien sûr, je parle des féministes parce qu'évidemment, avec ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas tout le monde qui pense ça. Donc, la science-fiction met à mal plusieurs de ces discours féministes liés à la maternité par des représentations qui sont un peu plus radicales. Donc, en même temps, s'il y a des éléments qui nous semblent totalement irréalistes dans ces œuvres-là, rappelons-nous que certaines des contraintes présentes dans les livres ont été vécues pour vrai par des femmes. Margaret Atwood, entre autres, l'autrice du livre The Handmaid's Tale, affirme que toutes les situations extrêmes vécues par les femmes dans son livre ont été vécues dans le réel, donc par des vraies femmes. Et donc, ceci rend vraiment poreux les frontières entre la dystopie et le réel. Mais bon, il en demeure que la question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment les représentations des mères et de la maternité en science-fiction viennent questionner les savoirs et les discours féministes d'aujourd'hui. Donc, l'étude du corpus science-fictionnel des femmes que j'ai fait dans les derniers mois a révélé un pullulement du thème de la maternité ainsi que plusieurs motifs récurrents. Donc, il y a bien sûr le motif des communautés ou des sociétés matriarcales où la maternité est un enjeu central. Vous en avez un exemple, évidemment, avec les 2 livres ici, mais également, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. C'est assez intéressant. Mais voilà, il y a aussi d'autres motifs qui ont émergé, portés par des œuvres, justement, comme The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, qui problématisent à l'extrême l'oppression du corps féminin par le biais de la maternité imposée. C'est donc sûrement par mon intérêt pour la question que la maternité m'est apparue tout de suite comme l'un des enjeux principaux des 2 œuvres étudiées, et plus encore comme un enjeu qui trace comme une trajectoire entre les différentes œuvres de science-fiction qui l'abordent, faisant de la maternité un fil révélateur et symbolique entre les œuvres. Or, petite anecdote, peu après la sortie du roman Chronique du Pays des Mers, une critique élogieuse de Claude Janel paraît dans la revue Lettres québécoises en 1993. On y vante la qualité du roman de Von Arbour, que Janel qualifie d'imposant, de magistral, ainsi que le traitement sensible et intelligent que l'autrice fait de sujets universels comme l'enfance, les relations hommes-femmes, les mythes fondateurs d'un inconscient, la tolérance et le pouvoir.
Dans sa critique, pourtant longue de 2 pages, jamais Claude Janel ne mentionne le thème de la maternité. Ce qui me fait réfléchir à ce que signifie cet oubli ou ce désintérêt peut-être pour la question de la maternité, alors qu'elle me semble à moi si visible et répandue en science-fiction des femmes. Donc, la présence marquée du thème de la maternité en science-fiction me semble d'abord significative d'un terreau fertile pour sa représentation, mais surtout souligne comment le genre de la science-fiction est propice au questionnement des discours du présent, ici ceux entourant la maternité. Donc, dans cette communication, je vais laisser de côté les multiples enjeux que posent les 2 œuvres à l'étude. Maxime en a parlé déjà de quelques-uns, afin en fait de me concentrer sur les liens entre maternité et communauté féminine, liens auxquels je souhaite réfléchir. Donc, je souhaite voir en quoi les 2 œuvres offrent des représentations complexes de la maternité et qui questionnent donc la relation des femmes à leur corps et à l'enfantement. Plus spécifiquement, je vais discuter de comment les œuvres valorisent et magnifient les mères tout en perpétuant un contrôle aigu de leur corps. Il en ressort que les œuvres portent en elles une ambiguïté du discours qui représente bien les différentes tendances contradictoires qui habitent les réflexions féministes contemporaines sur la maternité, qui oscillent entre 2 positions extrêmes, soit l'aliénation de la maternité et la jouissance maternelle. Et donc, après avoir campé rapidement quelques enjeux de la maternité et de la communication dans les communautés dans les œuvres, j'aborderai ces questions selon 3 axes. Donc, la maternité et le devoir, la maternité et le pouvoir, et la maternité et le corps. Donc, communauté et maternité. Quand on pense aux communautés de femmes de notre imaginaire, donc par exemple les Amazones, ce qui les caractérise est justement l'absence de maternité, ce qui est super intéressant. Donc, Nadia Auerbach le mentionne bien dans son livre Communities of Women. Les Amazones n'ont pas la biologie typique des femmes, lisez bien mes guillemets bien sûr, entre autres parce qu'elles ont un sein mutilé, donc ce qui leur permet de tirer à l'arc plus facilement. Donc, non seulement elles n'ont pas la biologie typique des femmes, mais elles n'ont pas non plus les habiletés féminines traditionnelles. Elles tirent au javelot, montent à cheval, mais, et là je cite Auerbach, of womanly employment, they know nothing. Donc, nos œuvres investissent un imaginaire qui s'écarte de ces représentations de la communauté amazonienne. Dans les 2 œuvres, la communauté et la maternité sont intrinsèquement liées entre elles, et ce lien est significatif à la fois d'une transformation de la place et du rôle des mères, et d'une structure de société basée sur une institutionnalisation complète de la maternité. Donc, par exemple, les œuvres proposent toutes 2 des structures sociales, familiales et amoureuses qui tranchent avec le modèle traditionnel du couple hétérosexuel et de la famille nucléaire. Et il semble aussi que la maternité soit envisagée comme allant de pair avec l'identité des femmes, leur statut et leurs fonctions, ainsi qu'avec l'État et son fonctionnement. Donc, dans Chronique du pays des mères, Elisabeth von Arbour met en place une société matriarcale majoritairement féminine, donc pas exclusivement, dans laquelle les femmes ont à jouer des rôles prescrits. Donc, à Béthélie, la ville où habite le personnage de Lisbeth, les femmes sont classées par couleur, couleurs qui représentent leur capacité de reproduction. Donc, elles sont vertes si elles sont impubères, rouges si elles sont fertiles et bleues si elles sont stériles ou ménopausées. Donc, toute femme doit procréer tout au long de ses années de fertilité et les femmes tombent enceintes par insémination, sauf la mère principale, donc la capte, qui a des relations sexuelles directement avec le mâle. Et parce que la maternité est prise en charge par l'État, les relations amoureuses et sexuelles sont en quelque sorte libérées de l'incitatif de reproduction et peuvent se vivre plus librement. Les enfantes, que von Arbour accorde au féminin, vivent dans une garderie où elles sont élevées par des gardiennes et non par leur mère. Donc, dans ce système, les enfantes sont en quelque sorte les descendantes de toutes les femmes en dehors d'un cadre familial qu'on pourrait qualifier de traditionnel. Du côté de Marie-Josée Martin, on retrouve un modèle quelque peu différent. La communauté féminine se situe à l'intérieur d'une société matriarcale plus grande, comme un microcosme qui se déploie dans un lieu qui est réservé aux femmes et qui s'appelle la Massalière. La Massalière est le lieu des femmes, le lieu des mères, le lieu de celles qui ont été choisies pour consacrer leur vie à la maternité. Et ce lieu va aussi accueillir les jeunes filles qui viennent tout juste d'avoir leurs règles pour une période de quelques années qui va servir à leur formation. Donc, la Massalière se veut un lieu d'apprentissage où les jeunes filles sont initiées à la féminité et est un lieu fortement ritualisé. Les filles s'y approprient leur corps en vue de future maternité dans le cas où elles seraient désignées pour devenir mères. Donc, dans la Massalière, les mères vivent ensemble avec les enfants en bas âge et il se déploie un peu comme chez von Arbour, une réorganisation de la famille.
Donc, on s'éloigne un peu d'un modèle nucléaire ici aussi pour plutôt concevoir les enfants comme ceux et celles de toutes les femmes. Il y a aussi un important lien filial qui est créé entre les jeunes filles en apprentissage et les mères qui habitent la Massalière, car les mères se constitueront un peu comme des passeuses de savoir et des initiatrices. Mais dans les deux œuvres, la maternité demeure un devoir et elle incarne la féminité par excellence à laquelle les femmes doivent se soumettre. Donc, les femmes sont liées principalement à leur capacité reproductrice qui déterminent leur destin ainsi que les lieux où elles vivront. Donc, la maternité est un devoir qui leur est dévolu et qui n'est pas remis en cause. Donc, dans le roman de von Harbour, tout est centré sur ce devoir maternel que les femmes n'ont pas le droit de refuser. Les femmes occupent davantage une fonction sociale dans la société où la maternité est un rôle non questionnable. Pendant leur période de fertilité, les femmes doivent procréer autant que possible. Elles en deviennent presque alors des esclaves de l'État, leur corps étant mis à la disposition de la collectivité pour enfanter, ce qui pousse Sharon C. Taylor, dans sa thèse, à les comparer à des usines de chair inséminées de manière artificielle et traitées comme des machines de reproduction. On peut voir la communauté de Béthélie comme un seul grand corps, voire comme un immense ventre en gestation constante. La maternité n'a plus tant de sens pour les femmes individuellement. Il est effacé la fonction subjective de l'expérience pour plutôt être pris en charge collectivement. En ce sens, le corps des femmes, plus spécifiquement leur ventre, devient en quelque sorte la propriété du groupe et sert à la collectivité. Donc, la maternité est ce qui donne aux femmes leur légitimité chez von Harbour. Et quand Lisbeth, qui est destinée à devenir la nouvelle mère de Béthélie, apprend qu'elle est stérile, elle se voit retirer son rôle de futur capte et doit donc retrouver un sens à sa vie dans une vie qui l'avait jusque-là destinée à la maternité. Donc, ce qui est intéressant, cependant, c'est que Lisbeth aura par cela l'occasion de sortir de la communauté. Donc, elle est d'abord invitée à poursuivre ses études dans une ville lointaine, puis ira voyager dans les terres sauvages en tant qu'exploratrice, chose qu'elle n'aurait pas pu faire avec des grossesses à répétition. D'ailleurs, les mères ne sortent pas de la communauté, elles sont toujours occupées par des grossesses en cours. Et donc, la stérilité de Lisbeth devient un passeport pour une vie alternative en dehors des frontières du monde des femmes qui agissent comme des contraintes et qui assignent les femmes à un espace domestique. Chez Martin, ne devient pas femme, ne devient pas mère qui veut, mon Dieu, lapsus. En effet, il semble y avoir une sélection très serrée des femmes qui deviendront mères, ce qui donne au rôle de mère un statut particulier. Donc, les mères sont représentées comme supérieures et leur fonction est enviée, convoitée. Devenir une mère est un honneur dont il faut être digne. Et ce n'est pas toutes celles qui souhaitent devenir mères qui le deviennent, et si les jeunes femmes ont le choix de prendre ou non cette voie, il demeure que les femmes qui deviennent mères doivent se dévouer complètement et uniquement à la maternité jusqu'à en oublier leur propre identité. Dans la société imaginée par Marie-Josée Martin, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, les mères choisies doivent enchaîner les grossesses toute leur vie et ne rien faire d'autre. Quant aux filles qui choisissent un autre destin, elles sont stérilisées à la fin de leur passage dans la Massalière et sont relâchées dans la société pour mener une vie active. Et donc, il ressort de ces représentations une vision de la maternité qui est très univoque et qui élimine la possibilité de nuances et de complexité. Donc, les mères, dans le roman, sont juste des mères et rien d'autre. Nous en sommes ici quand même à une essentialisation du rôle de la mère, mais aussi à une mise en valeur du care, caractéristique qui passe avant tout le reste. On retrouve aussi une séparation assez stricte des espaces qui recrée l'enfermement domestique des mères, puisque la maternité se vit dans un lieu fermé, alors que les autres femmes, par le refus de la maternité, sortiront des murs de la Massalière. Donc, chez von Harbour, autant que chez Martin, on en revient à une maternité essentialisée qui restreint le mouvement dans l'espace et de choix et qui propose la représentation d'une maternité plutôt traditionnelle. Qu'en est-il de la maternité et du pouvoir? Dans son ouvrage intitulé « Le nom de la mère », Laurie Saint-Martin écrit ceci. « Le fait que les femmes portent en leur corps la vie nouvelle a justifié pendant des millénaires leur infériorité sociale et leur subordination à l'homme. » Donc, dans les deux œuvres à l'étude, c'est plutôt le contraire. C'est la maternité ou la capacité qu'ont les femmes à enfanter qui va justifier leur supériorité et qui leur donne du pouvoir. Dans Chronique du pays des mères, les femmes ont beaucoup plus de droits que les hommes qui, pour leur part, ne peuvent pas vraiment s'instruire ni s'impliquer dans les activités politiques et intellectuelles. Mais plus spécifiquement, les deux romans ont en commun qu'ils donnent aux mères un certain pouvoir symbolique parce que ce sont elles qui dirigent la communauté. Donc, chez von Harbour, d'abord, le pouvoir de la communauté est tenu par une seule femme, la capte,
qui est comme la mère principale. Chaque communauté ou ville a une capte et toutes les captes se réunissent de temps en temps dans des conseils pour prendre des décisions qui s'étendent en fait à tout le pays des mères. Comme je l'ai mentionné, la mère a un statut social supérieur. Elle sera la seule qui aura des relations sexuelles avec le mâle dans un fonctionnement qui rappelle une ruche. Donc, chez Martin, il n'y a pas une mère, mais plusieurs. Donc, les mères vont constituer un ordre formé de 13 mères qui vont former ce qui est appelé la naïdie suprême. Donc, le rôle de cet ordre est d'abord la procréation, hein, mais elle participe surtout aux prises de décision en collaboration avec d'autres ordres. De par le fait qu'elles ont renoncé à tout pour se consacrer à la maternité, les mères de l'ordre incarnent un peu ici la vision de la bonne mère, qui se dévoue et qui s'oublie au profit des siens. Donc, les mères incarnent la retenue, le calme, sont montrées comme posées, et il émane d'elles une force et une supériorité. De plus, elles portent le rôle d'être les gardiennes de l'harmonie et sont réputées pour leur grande sagesse. Donc, les mères représentent aussi la pureté, elles sont magnifiées dans leur état. On admire leur ventre rond de vie que l'on met en opposition avec les jeunes filles, dont les vulves saignantes sont considérées par certaines comme grotesques en comparaison. Et donc, parce qu'on leur donne un pouvoir et une supériorité, les mères portent un rôle maternel symbolique qui va au-delà du fait de porter des enfants. Elles sont les matriarches des communautés, les mères de toutes, et elles reprennent, surtout chez Martin, les caractéristiques stéréotypées liées à la féminité maternelle, donc la douceur, le care et tout ça. Donc, les femmes qui sont mères prennent soin des autres et ce sont elles qui ont la capacité et la sagesse de diriger. Mais avec toutes ces mères, qu'en est-il de la place concrète du corps dans les romans? Dans sa thèse qui porte sur les rapports entre maternité et écriture en littérature française contemporaine, Marie-Noëlle Huet explique comment la grossesse et la maternité, qui relèvent surtout de la sphère privée, ont longtemps été marginalisées et considérées comme non représentables dans l'univers public. De la même façon, la maternité et même plus globalement le corps féminin a longtemps été tenu en dehors des représentations littéraires, comme si montrer ou décrire le corps féminin avait quelque chose d'inconvenant. Dans les deux romans à l'étude, mais surtout dans l'ordre et la doctrine, le corps féminin et le corps maternel sont montrés et présents dans la narration. Donc, un premier exemple se trouve dans les tenues portées par les mères. Les mères portent des tuniques appelées des dondonnes, soit des tuniques indigo pour les 13 mères de l'ordre et des tuniques orangées pour les autres mères, pour marquer leur statut. Les tuniques vont dévoiler le ventre et les seins des mères qui sont dénudés, alors que le cou, les épaules et les bras sont couverts. On peut donc imaginer des tuniques avec des trous au niveau des seins et du ventre. Donc, les tuniques donnent à voir le corps maternel dans toutes ses rondeurs et ses attributs liés à la maternité. Et par cela, le roman de Martin fait une représentation magnifiée du corps des femmes et du corps enceint qu'elle met de l'avant. Cela est fait au contraire d'autres œuvres dans lesquelles on va utiliser le vêtement pour camoufler le corps enceint. Je pense bien évidemment à Diane Mansdale, où on souhaite effacer les traces de la grossesse aux yeux extérieurs. Et donc, les femmes vont porter des tuniques très amples ainsi que des chapeaux avec de larges pans pour cacher la maternité et pour empêcher l'échange de regards entre les femmes enceintes. Donc, des espèces de tuniques avec des petits pans de chaque côté. Donc, dans Chronique du pays des mères également, les femmes portent des tuniques dont les couleurs correspondent à leur statut de fertilité. Et donc, les mères portent le rouge toute leur vie, jusqu'à leurs 35 ans, où elles vont devenir des bleus. Un autre exemple de la représentation du corps des femmes dans le roman de Martin, que je voulais mettre en évidence, est celui du service rouge. Le service rouge est une offrande de sang menstruel que les jeunes filles en apprentissage doivent faire chaque mois. Donc, dans le roman, les descriptions sont assez explicites. Les filles sont invitées à retirer leurs culottes ensanglantées, à humer les sucs de l'utérus pour sentir les émanations ferreuses et sirupeuses du flux menstruel. Elles doivent ensuite le remettre en don à une mère supérieure. Le tout est très ritualisé et on montre ces gestes comme relevant d'une prise de pouvoir et de responsabilité des femmes envers leur féminité. Cette mise en valeur du corps féminin, si elle renvoie à des pratiques mystiques, un peu rituelles, qui s'attachent peut-être plus au passé, ne serait-ce que par le rite de passage qui va entourer le passage de l'état de jeune fille à celui de jeune femme, mais vient aussi trancher avec le discours un peu plus traditionnel des mères et du corps caché que mettent en place plusieurs romans.
Donc, le Chronique du Pays des Mères et l'Ordre de la doctrine sont deux œuvres ambiguës quant au discours qu'elles portent sur la maternité. Elles sont à la fois attachées à une vision traditionnelle de la femme qui passe par la maternité, l'instinct maternel et dans la valorisation, la magnification de ce rôle. Mais aussi sont reconduits des discours d'oppression du corps féminin et des contraintes qui rendent la maternité imposée, violente et réductrice. Donc, elle ne permet pas nécessairement aux femmes d'embrasser plusieurs destins et identités, et elle restreint leur vie à des espaces choisis. Cela dit, les autrices ne nous donnent pas la tâche facile. Elles ne situent pas leur représentation et leur discours sur des lignes tranchées, mais elles nous forcent à réfléchir dans une complexité à ce qui appartient au rapport entre les femmes et leur corps. L'ambiguïté de ces deux œuvres se transpose au genre littéraire auquel elles sont associées. Tout dépendant des livres et des articles consultés, les romans sont catégorisés à la fois dans le genre de la science-fiction, de l'utopie, de la dystopie, surtout Chronique du Pays des Mères. Donc, si on s'accorde facilement pour dire que le roman de von Arbour s'approche davantage d'une dystopie que d'une utopie, malgré quelques éléments utopiques, celui de Martin est caractérisé par l'autrice elle-même comme étant une utopie éco-responsable, ce qui me fait quand même réfléchir. Car comment penser une cité utopique où les femmes n'ont pas le contrôle sur leur corps, ou une cité où la maternité est pensée comme un choix qui évince tous les autres? Donc, à mon sens, la dystopie et l'utopie doivent se voir comme un continuum et surtout être réfléchis dans une question de point de vue et d'objet. Et finalement, après des siècles à réfléchir à qu'est-ce que l'utopie, qu'est-ce que la dystopie, la définition est peut-être plus simple que l'on croit. Comme le dit la chercheuse Karine Schomflog, une vraie utopie féminine serait tout simplement un endroit où les femmes voudraient vivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marion. C'était super intéressant. Donc, encore une fois, merci tout le monde. Merci pour vos questions, votre énergie, vos commentaires. C'était vraiment très intéressant. Donc, on espère vous recroiser bientôt. Donc, merci encore.